Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'investigation qui s'intéresse aux expatriés, ceux qui choisissent de partir pour réussir. 1 700 000 Français vivent aujourd'hui à l'étranger et ils sont chaque année plus nombreux à penser que le salut est ailleurs. Les originaires des Outre-mer n'échappent pas à cette tendance. Dans ces régions où le chômage frappe les jeunes de plein fouet, l'appel du grand large est une réalité et c'est surprenant. Le Québec les séduit de plus en plus. Nous avons rencontré des membres de cette diaspora. Ils sont réunionnais, antillais ou bien encore polynésiens. Certains sont étudiants, d'autres réalisent leurs rêves en montant leur entreprise. Ils sont jeunes, débordants d'enthousiasme et parlent français. Ils ont donc tout pour plaire à cette province francophone du Canada qui leur tend les bras. Les programmes d'accueil vont jusqu'à les aider financièrement à s'installer. Bienvenue à Montréal, un documentaire de Frédéric André et Isabelle Texier. Ben non, c'est pas besoin parce que je vais mettre les noms des commandes directement sur les... Il est 10h à Montréal et comme tous les matins, Cédric Ferréol prépare ses dernières livraisons. Ok, lui il prend juste 6 acras de Colombo. Il y a un peu de tout, hein. Colombo, il y a des beaux kits, il y a plusieurs choses là aujourd'hui. C'est pas que des créoles, il y a beaucoup de Québécois aussi qui sont très curieux les Québécois de vouloir découvrir des nouvelles expériences culinaires. Donc ils viennent et puis voilà, ils commandent. Après avoir exercé dans le secteur de l'informatique, Cédric a décidé en 2010 de se lancer dans une autre activité et d'ouvrir un restaurant antillais, Saveur Soleil. Cédric connaît Montréal comme sa poche et c'est au pas de course qu'il livre lui-même entreprises et particuliers. On court. C'est ça les livraisons. En 7 ans, il s'est fait une belle clientèle sur l'île de Montréal. Oui, Montréal, c'est une île, comme la Guadeloupe et comme la Martinique. Originaire de la Guadeloupe, Cédric est l'un des piliers incontournables de la communauté ultramarine. Et c'est lui qu'on appelle en priorité pour avoir des informations quand on souhaite s'établir à Montréal. Oui, j'ai quand même une bonne expérience, ouais. Des fois, on joue le rôle d'ambassadeur, quoi. Voilà, si on peut conseiller, on peut des fois aider certaines personnes à soit trouver du travail ou même des fois pour l'installation, on a des fois des gens qui m'appellent direct de Guadeloupe ou de Martinique pour me dire quel quartier vous me conseillez, comment ça se passe pour ci, pour ça, voilà. Cœur économique du Québec, Montréal est la 2e ville la plus peuplée du Canada, une ville cosmopolite où l'immigration est le principal moteur de sa croissance. Chaque année, entre 3 000 et 4 000 Français s'établissent au Québec. Parmi eux, la communauté ultramarine a fait de Montréal sa destination privilégiée. Nous avons mené l'enquête pour savoir si ce nouveau territoire de l'outre-mer est un Eldorado ou un miroir aux alouettes. Pour cela, nous avons interrogé des ultramarins installés au Québec. Pour sa dernière livraison de la matinée, Cédric se rend dans la famille de Sabine Montpierre et Joël Poirier. Hello. Comment vas-tu, Joël? Ça va bien? Coucou. Ça va? Oui. La forme? Oui, on est. Je vous ai apporté votre commande. D'accord. Bye bye. Si tu as faim, oui, tu peux. Il y a 9 ans, Sabine, Joël et leurs enfants quittaient la Guadeloupe et s'installaient dans le quartier de Côte-des-Neiges. C'est bon, Coco. Fais attention, Julien. Samuel, 4 ans, est le seul des 3 enfants à être né à Montréal. C'est bon, Coco. Oui. Si tous se sont habitués à la vie montréalaise, Sabine a toujours du mal avec l'hiver canadien. Là, il fait tellement froid qu'on voit rien à travers la vie. Là, je fais un peu de thé de gingembre parce qu'il fait trop froid. Et puis ça me fait repenser aux Antilles aussi. On trouve de tout. Regarde, là, j'ai ma patate douce. J'ai ma banane jaune, j'ai ramené ma calebasse de Guadeloupe, donc je suis en Guadeloupe quand je suis dans ma cuisine. On mange québécois de temps en temps, oui, parce qu'il faut quand même s'intégrer et découvrir la cuisine, mais la cuisine antillaise reste notre plat principal. Laisse pas encore faire, on laisse bouillir, je pars de la cuisine. Les 2 aînés de la famille sont enfin réveillés. Swan, 18 ans, et sa sœur Nora, 14 ans.
Nora s'entraîne pour l'audition de chant qu'elle doit passer dans quelques jours. Stacy, la copine de Swan, et Noémie, une nouvelle arrivante accueillie par la famille Montpierre, sont venues encourager Nora. Parce que déjà pour moi, quand je devais faire l'audition dans la rue, Nora, est-ce que tu pars avec nous? Parce qu'après, on va tomber chez Robert. Et pour les Antillais, il a fallu s'adapter aux nouvelles obligations vestimentaires. Parce que eux, là, on nous exige qu'ils mettent tout l'attirail. Même s'il ne neige pas, mais il faut qu'ils aient la combinaison, le bonnet, le cache-cou. Parce qu'on les fait sortir et indépendamment, le temps est tellement surprenant ici. Aujourd'hui, tu peux partir de chez toi, il fait super beau. Des fois, ça peut arriver qu'on ait les 4 saisons dans la même journée. Tous les matins, Nora file à l'école et Sabine accompagne Samuel à la garderie. Alors la garderie, elle est vraiment proche de la maison. Tout de suite, j'ai eu le sentiment d'être comme chez moi. Parce que il y avait l'école des enfants proches, les premières nécessités, les meilleurs hôpitaux sont dans le quartier de Côte-des-Neiges. Il y a l'Université de Montréal, il y a vraiment... Puis c'est un quartier très communautaire, à la fois multiculturel, et je travaille dans mon quartier. Alors, je ne pouvais pas mieux espérer. Sabine et Joël ont organisé leur installation en fonction de la scolarité de leurs enfants. Et ils n'ont pas hésité à emménager en face de l'un des 2 collèges français de Montréal. Du coup, les enfants ont poursuivi leur scolarité dans le système français et pas dans le système québécois. Et puis, pour faciliter les déplacements, on préférait qu'on habitait en face. À peine quelques minutes de bus, et Sabine arrive au centre de francisation Pauline-Julien. C'est dans cette école spécialisée pour les immigrants qui ne parlent ni français ni anglais que Sabine travaille depuis janvier 2016. Tu as reçu le courriel, hein? Oui. Pour l'invitation. OK. Alors, je suis Sabine Montpierre, agent de milieu. Alors, ce que je vais vous distribuer, ce sont les feuillets. Le travail de Sabine consiste à proposer aux élèves des activités variées, comme des ateliers cuisine, couture ou des ateliers sportifs. Une façon ludique de découvrir le français. C'est un projet que vous pouvez découvrir et pour améliorer votre français, améliorer votre diction, votre prononciation, votre vocabulaire et tout ça. Ce cursus n'est proposé qu'aux immigrants qui ne parlent ni anglais ni français. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les francophones, on n'a pas ce programme-là qui est mis en place. La culture, elle est complètement différente. La culture bancaire n'est pas la même, le système de santé n'est pas le même, le système scolaire n'est pas pareil. Il nous faut avoir un peu d'histoire pour comprendre pourquoi il y a le Canada et il y a après le Québec. On a besoin de connaître toutes ces choses-là. S'installer à Montréal, c'était pour Sabine accepter de quitter un métier qu'elle aimait. J'ai travaillé en tant que forfaitiste en agent de voyage quand j'étais en Guadeloupe. Et quand j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais dans ce poste-là. Par précaution, j'ai déposé un congé sabbatique. Puis si jamais ça passe pas, je retourne au pays. Puis j'ai mon poste qui m'attend. Mais finalement, les choses se sont déroulées autrement et correctement. Donc voilà. Ouais, salut Margot, ça va? Écoute, je vais être au bureau, je pense, vers 10h30, 11h. Je suis en train de terminer quelque chose à l'extérieur, une rencontre. Joël, le mari de Sabine, est coordonnateur de concertation jeunesse pour le quartier de Côte-des-Neiges. Il a fait ses études au Québec et rêvait d'y vivre. Avec Sabine, ils ont organisé leur départ de la Guadeloupe pendant 3 ans, dans le plus grand secret. On préparait nos démarches et on attendait vraiment d'avoir les papiers en main en fait, pour annoncer à la famille que finalement on avait choisi de repartir. Moi, mon diplôme est québécois, donc moi, au bout de 2 semaines, j'avais un emploi. C'était pas le meilleur emploi, le mieux payé comme il faut, mais au moins je travaillais. Mais ce qui est bien ici, puis moi je trouve intéressant, c'est que c'est un pays d'opportunités, donc tu peux partir de rien et finalement réussir à force de travail, je te dirais, il n'y a pas de secret. Mais tu peux quand même, t'as ta chance quoi, quelque part. On est dans un pays où je te dirais que l'installation d'un immigrant, pour Montréal, on pourrait compter une bonne dizaine d'années.
on a encore une année. Ce qui fait qu'on se sent, je te dirais, relativement à l'aise. S'intégrer, le maître mot pour les nouveaux arrivants d'outre-mer. Pas toujours facile, comme le souligne Sabine et sa directrice, Madame Faten-Philippe. S'intégrer est un travail de volonté, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail sur soi. C'est plus qu'un travail, c'est un défi, il faut faire face à des obstacles au quotidien. On repart à zéro parce qu'on rebâtit tout. Chez soi, on n'a pas besoin de prouver grand-chose parce qu'on vous connaît, mais ici, on ne connaît pas qui vous êtes. Donc vous devez relever ce défi-là pour vous faire aussi votre nom, pour bâtir votre nom, votre réputation, votre honneur. De retour, Cédric sert ses premiers clients antillais. Et voici alors Colombo. Si au début de son installation, ses habitués étaient antillais, désormais ce sont les Montréalais qui constituent l'essentiel de sa clientèle. C'est surgelé, oui. Mais pour l'avoir testé, c'est aussi bon que si on le faisait. C'est la même qu'on utilise ici, c'est juste qu'on la congèle, mais c'est... Ouais. Comme j'ai un petit week-end avec des amis, là, pour se faire à l'apéro des accords. Tu la sors la veille, et puis le tour est joué. Oui, ben c'est ça, c'est pour demain. Ouais, ça tombe bien. Ok, parfait. 29,85 pour toi. Pour Cédric, l'intégration a été rapide. En 2004, il débarque à Montréal pour faire des études d'informatique de gestion. Être étudiant, selon lui, c'est une des clés d'une bonne intégration. L'adaptation, selon moi, est plus simple quand on fait ses études ici. Quand on est étudiant, on se fait facilement des amis, on se fait un réseau très rapidement. Voilà, c'est plus simple d'évoluer, c'est plus rapide, selon moi aussi. Montréal a été consacrée en 2017 meilleure ville étudiante au monde. Elle attire désormais les étudiants de tous les pays. Mais ce sont surtout dans les cégeps, l'équivalent de nos lycées techniques implantés dans toutes les régions du Québec, que nous retrouvons la majorité des étudiants ultramarins. C'est à 300 km de Montréal, dans la province de Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, que nous allons à la rencontre de Cécile Dijoux, en passant par la Guadeloupe. Cécile Dijoux, jeune réunionnaise de 19 ans, est arrivée au début de l'année scolaire dans cette petite ville, à 50 km de la frontière américaine. Comme tous les matins, Cécile prend son petit déjeuner en famille. Coucou. Ça va et toi? Je prends mon petit déjeuner. Je mange des gaufres avec du sirop d'érable. Hein? Salut mon cœur. Coucou maman. Comment tu vas? Ça va et toi? Coucou ma chérie. Ça va? Tu me vois là? Ben oui, je te vois. Non, ton année, tu as des examens, Oui, j'ai encore des examens là. Mais c'est pas en partiel ici, c'est en continu. 2 activités par jour. Et il y a 4 activités à faire. Donc imagine juste 45 minutes par activité. Ouais, oui, c'est comme une séance de classe. Ouais, c'est ça, le temps qu'on rentre, qu'on se présente, tout ça là. Internet, une condition sine qua non pour laisser Cécile partir au Canada. Oui, on a besoin de la voir, ouais. On a besoin de la voir là, cette année au moins. Parce que heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, les Skype, les visioconférences, qu'on est en connexion quasi permanente. La réunion, il est 18h03, exactement. J'ai jamais changé l'heure sur mon ordinateur parce que j'aime bien toujours savoir quelle heure il est là-bas. Allez, bisous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Je t'envoie un message tout à l'heure. Allez, bisous. Le lycée du Cégep est à peine à 5 minutes du logement étudiant de Cécile. Depuis le mois de septembre, elle y poursuit des études d'éducatrice spécialisée. À peine 5 mois qu'elle est là, et déjà Cécile est parfaitement intégrée à ses camarades québécois.
Au déjeuner, elle retrouve ses copains réunionnais. Ça va. Ça va et vous? Une dizaine d'étudiants. Avec les anciens et les nouveaux. Attends, je compte. Attends, il y a toi, il y a moi, il y a Clara, il y a Héloïse. Non, Charline, c'est pas réunionnaise. Oui, il y a des gens de partout. On a des amis qui viennent de Saint-Joseph. Il y en a qui viennent du Tampon. Moi, je viens de Saint-Leu. De Piton-Saint-Leu. Clara Anderson, c'est plus de l'ouest, Saint-Gilles. La Possession, Saint-Gilles, Saint-Leu. Il y a une autre amie aussi qui vient de Saint-Gilles-Léo, Saint-Denis. Tous ces étudiants ultramarins ont été reçus à leur arrivée par Pierre-Olivier Lachapelle, responsable de l'accueil des étudiants étrangers. L'entente veut que les étudiants de l'île de la Réunion reçoivent des bourses pour venir étudier dans un programme technique, donc un programme de 3 ans, dans le but d'apprendre un nouveau métier et éventuellement la possibilité aussi de s'établir au Québec, au Canada. Et un papier? Oui. Genre on met tous les... Étudier dans le système québécois a été un réel changement pour Cécile. Moi, j'aime bien le système ici. En fait, la proximité prof-élève, etc., je trouve qu'ils sont beaucoup plus disponibles. S'il y a quoi que ce soit, on peut aller les voir, etc. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Et ensuite, en cours, c'est pas des cours où le prof il donne son cours et après il part, il s'en fout un peu de vous. C'est pas ça. Ça discute. Ah ouais, je suis payée toutes les semaines, oui. Ah, c'est la semaine. Donc, fois 4 par mois. Je reçois une bourse de la région Réunion, 700 € par mois. Et quand on est arrivé, le premier mois, on a reçu 800 € de plus comme prime d'installation, en fait. Moi, où je suis, c'est 330 $ par mois. Et c'est meublé, électricité, Internet compris. Le seul problème rencontré par Cécile, l'accent québécois. Et après, je verrai bien. C'est vrai qu'au début, en cours, c'était galère. Ouais. Pour comprendre, il y a des mots qu'on ne comprenait pas du tout en cours. On les demandait de répéter, etc. Mais maintenant, ça va. Il y a une adaptation. Ouais, voilà. Au bout de 2 mois, 3 mois, c'était bon après. Ouais, on comprend tout maintenant. L'installation de Cécile a été facilitée par la région de la Réunion, mais surtout par le Québec, pour qui ces étudiants francophones sont une denrée rare qu'il faut particulièrement soigner. Ces jeunes-là ont une chance de venir dans un marché où le plein emploi règne dans plusieurs secteurs d'activité. C'est une façon un peu de redonner, surtout aux régions du Québec, une possibilité de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. On a décidé de vraiment mettre un système d'accueil personnalisé parce qu'ils peuvent réussir leurs études, mais s'ils ne sont pas intégrés, ils ne seront pas bien. S'ils ne sont pas bien, après leurs études, ils vont quitter le Canada. Puis nous autres, notre but, c'est vraiment que ces étudiants-là trouvent un nouveau chez soi puis soient bien ici au Québec. Oui, là, je suis qu'avec des Québécois, oui, à part Mathilde qui vient de France. Tout le reste, c'est des Québécois, ouais, de ma classe. Retour à Montréal, où nous avons rendez-vous avec Anya Ursulé pour parler culture. Bon, j'arrive pas, il est gelé. Écoute, à l'intérieur, j'ai du mal à le rentrer parce que c'est gelé à l'intérieur. Bon, ça y est. Cette ancienne graphiste a créé l'association Franco-Caraïbes. Partenaire officiel de la ville de Montréal, Franco-Caraïbes a pour mission de promouvoir les cultures franco-caribéennes. Pour cela, elle a rendez-vous avec son interlocuteur de la ville de Montréal, Jérôme Pruneau, le directeur général du DAM, Diversité artistique de Montréal. Moi, je voulais te voir pour faire un petit point, un petit peu sur ce qui va se passer pour Franco pour l'année prochaine. Écoute, tu sais, on a le projet Visage Outre-mer. Le rôle du DAM est de donner une place aux artistes issus de la diversité. Jérôme, on se voit très régulièrement pour parler des activités franco-caraïbes et de la place de la diversité. J'aime bien voir son retour parce que toutes les idées que j'ai, je viens les tester auprès de lui. Donc je viens le voir et je lui dis « Jérôme, j'ai une nouvelle idée ». Donc au final, on va faire un premier saut de puce pendant les journées de la culture, avec notamment... Montréal se diversifie tous les jours un peu plus. C'est 1000 immigrants par semaine qui arrivent au Québec. Donc il y a un habitant sur 2 à Montréal qui est issu de la diversité finalement. Il ne faut pas penser non plus que
être francophone au Québec, c'est une facilité. C'est sûr que quand on est ultramarin, qu'on arrive en plus de Martinique et Guadeloupe, on ajoute une couche de difficulté par le fait qu'on est très souvent minorité visible, comme on dit ici au Québec et au Canada. Donc, c'est un ensemble de réalités sociales avec lesquelles il faut composer quand on est un artiste qui vient de Guadeloupe ou de Martinique, par exemple. Ce sont des artistes qui ont peut-être eu une très belle carrière dans leur pays d'origine, par exemple en Guadeloupe ou en Martinique, mais quand ils vont arriver ici, ils ne sont connus de personne. Donc il faut accepter de repartir à zéro, de trouver de faire les bonnes étapes pour tranquillement être amené à rentrer dans des réseaux de diffusion. Les journées d'Ania sont rythmées par ses rendez-vous avec des artistes des îles comme Angélique, danseuse de Zumba, avec qui Ania prépare un spectacle que lui a commandé la ville pour les 175 ans de la naissance de Montréal. Ce qu'il faut, c'est qu'on va commencer à travailler la choré. Ça peut être intéressant. Hop. Je sais pas, toi, tu mets combien de temps? Alors, moi, il y a une chose qui m'a frappée, et c'est la raison pour laquelle j'adore le Québec, c'est cette cette posture d'ouverture vis-à-vis de l'immigrant ou de la personne nouvellement arrivée. Premièrement, il y a le Québécois est plutôt curieux. À partir du moment où vous venez d'ailleurs, il est plutôt ouvert à vous écouter, à vous entendre et à découvrir votre culture. Deuxièmement, étant donné que le Québec a besoin, le Canada a besoin d'immigrants, il y a une posture d'accueil qui est totalement différente qu'en France. C'est qu'ici, l'immigration, les immigrants, ils apportent de la richesse. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du fait que l'immigrant va créer de la richesse et va participer au dynamisme économique, social et culturel du pays. D'artiste en artiste, la journée d'Ania se déroule à un rythme soutenu. C'est dans le quartier des spectacles qu'elle rejoint le sculpteur antillais Eddie Firmin, qui expose dans une des 25 galeries d'art contemporain du fameux Belgo. Un succès. Ah, c'est toi encore? Oui, c'est moi partout. Ah oui, c'est toi? Oui, ah oui, c'est toi. Absolument, moi. Ah, oui. Ça s'appelle Ego Portrait. Hein, oui. Donc c'est que moi partout. Oui. Même la langue créole qui servait de moyen de communication entre le maître et l'esclave était une langue de communication. C'est pas plus facile ici qu'ailleurs, c'est pas plus difficile ici qu'ailleurs. Sauf que bon, quand même ici, beaucoup de talents se retrouvent ici. Beaucoup de très bons artistes se retrouvent à Montréal parce que c'est aussi un espace culturel, c'est un point névralgique culturel. Donc c'est sûr qu'il y a un peu plus de compétition, mais bon, c'est la pratique des arts. Là-dessus, je serais incapable de vous dire si c'est plus facile, si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est se faire une place. C'est toujours un combat en pratique artistique. Les esclaves étaient considérés comme des meubles. C'est incroyable ça, je ne savais pas. Dominique, ma galériste. Pour finir sa journée, Ania va écouter la chanteuse guadeloupéenne Malika Tyrolien, qui est là depuis 15 ans et qui chante essentiellement en créole. Elle est désormais une figure reconnue de la scène jazz de Montréal. Si être un artiste est un défi pour les francophones, réussir dans les affaires au Québec est un pari que certains jeunes issus des îles françaises n'hésitent plus à prendre. Au livre de la neige. Qu'au fait. Cédric a tenu à nous présenter un jeune couple, Sébastien le Martiniquais et Julie la Guadeloupéenne, qui viennent de créer Autentia, une société dédiée aux soins capillaires. C'est Julie, chimiste, qui formule les produits pendant que Sébastien gère la communication d'Autentia. Et puis aussi, il faudra qu'on prépare la sortie du... Skype et les réseaux sociaux sont les outils indispensables de cette nouvelle start-up québéco-antillaise. Cool. À partir de quand? À partir, je pense... Julie et Sébastien ont installé leur société dans leur appartement, en plein cœur du Mile End, le quartier à la mode de Montréal.
C'est dans la communauté antillaise qu'ils se sont rencontrés. Je vous laisse. Si Julie et Sébastien ont rapidement créé Autentia, c'est qu'au Québec, tout semble plus simple à ces jeunes créateurs d'entreprises. Ici, enregistrer l'entreprise, ça s'est fait en 30 minutes. On l'a fait sur notre canapé, donc on a fait tout à partir d'Internet. Donc on a créé notre société de A à Z à distance. Fini les boucles terrain décaissantes. On formule nos produits ici, on les fabrique ici. On expédie également aux Antilles, à un distributeur qui dispatche ensuite nos produits dans les pharmacies en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Mais nous, on est ici à Montréal pourtant, effectivement. Mais grâce aux nouvelles technologies de communication, on est capable de communiquer avec notre audience qui est en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Petite anecdote, on a conseillé une cliente qui était dans une pharmacie en Guadeloupe à partir d'ici. On a été capable de la conseiller en live sur le choix de ses produits. Et c'est ce qu'Internet nous permet de faire qui est juste magique en fait. On peut être antillais, installé à Montréal et vendre des produits sur le marché antillais. Aujourd'hui, en 2017, c'est quelque chose qui est possible. C'est un pari risqué, mais je pense qu'on a réussi. Pour la fabrication de ces produits, Julie a accepté l'aide de Mélissa, la patronne de Zora Biocosmétiques, pour qui elle formule des crèmes. Quand Julie a développé sa marque, Mélissa a mis son laboratoire à sa disposition. Bonjour. Ça va bien? Cet échange de bons procédés fait partie du réseautage qui semble être une des clés de la réussite à Montréal. Vous avez commencé à peser pratiquement tout? Il y a une belle énergie, les nouveaux arrivants. Ils veulent travailler, ils veulent créer, ils veulent concevoir, ils veulent développer et c'est fabuleux de voir ça. Mais au Québec, je vous dirais que c'est une des provinces qui pousse le plus l'entrepreneuriat. Et surtout quand on est immigrant, parce que quand on est immigrant, on a encore plus de fonds du gouvernement pour nous aider à faire du développement d'affaires. Par exemple, le gouvernement peut vous octroyer une subvention, une bourse annuelle pour vous aider à vous lancer à 100 % dans votre entreprise. Ensuite de ça, vous pouvez embaucher vos premiers employés à 50 % de leur salaire. Le gouvernement vous rembourse la moitié de son salaire 6. Donc, c'est vraiment des supports financiers qui sont incroyables pour nous aider à démarrer en entrepreneuriat. Des atouts qui expliquent aussi le succès immédiat d'Autentia. Pourtant, tout n'est pas rose pour Julie, qui, après 7 ans de vie montréalaise, commence à regretter le soleil des Antilles. Kenanga, il est de la Martinique. Donc, quand il fait gris comme ça, c'est toujours agréable d'avoir un peu de chaleur. C'est sûr que ça manque. Les Antilles, le soleil, la musique, la nourriture, la famille, les amis. Oui, ça manque. On a toujours des petites phases où on a le mal du pays. Et pour se guérir du mal du pays, une seule adresse à Montréal, Saveur Soleil. Dimanche après-midi, séance de Boca pour Sabine Montpierre et ses amis. Une bonne occasion pour remettre un peu d'Antilles dans les rues froides de Montréal. Pour certains des musiciens qui n'ont jamais joué en Guadeloupe, vivre au Québec est un prétexte pour revenir à sa culture. Voilà, parce que je ne vais pas le faire non plus. Je veux aller dans ma tonalité. Parce que si je le fais trop. Les retrouvailles se font essentiellement ici à Saveur Soleil. C'est comme on dit en Guadeloupe, en créole chez nous, Saveur Soleil, c'est le bic. Donc ici au Québec, en dehors du fait que je me suis lancée comme défi de trouver ma place, parce que la place, elle est possible pour chacun de nous, mais dans cette démarche que je fais auprès de ma culture,
je la vis au quotidien, dans les événements que je crée, dans ma façon de vivre même, dans ma façon d'être. Je suis guadeloupéenne et je le porte fièrement ici. Saveur Soleil, le bic guadeloupéen, un vrai remède contre le blues de l'hiver canadien. Oui, on va dire que c'est un point où on peut se retrouver, comme un quartier général en fait. C'est une bonne manière de se ressourcer, de venir, d'écouter de la musique locale, changer, de parler créole entre nous et puis de pouvoir manger, boire un verre, écouter de la musique. C'est comme un concept un peu. Mais la culture antillaise, c'est aussi et surtout la cuisine de là-bas. C'est comme s'il n'a pas mis la hotte, donc toutes les odeurs de nourriture se pavadent un petit peu ici, là, dans le restaurant, comme si on était dans un petit restaurant sur l'atoll en Guadeloupe. Je suis originaire de la Désirade. Je suis Désirade pur souche. C'est où j'ai grandi, c'est où j'ai attaché les cabris, avec ma mère, avec ma grand-mère, avec ma famille. Ici, c'est bien ici. Je vis bien. Les gens sont gentils. J'ai dit que s'il n'y a pas autant de stress qu'en France, je n'ai pas à aller courir prendre le RERD pour arriver au travail. Je me réveille le matin, j'ai le temps de me réveiller, déposer mon fils, d'arriver à mon travail normal. Tout à l'heure, là, on va se faire un petit saumon au miel et ail, avec patates douces au sirop d'érable et des haricots verts. Donc ça va être les petites idées de ce soir, tranquillement. Eh oui, il y a des jours comme ça. Donc là, c'est un rhum blanc, agricole. J'ai hâte de connaître vos Ici, à Montréal comme ailleurs, pour réussir dans les affaires, il faut être très créatif. Et Cédric ne manque pas d'initiatives, comme cette dégustation de rhum des Antilles qu'il propose régulièrement et qui est de plus en plus appréciée de ses clients québécois. Ouais. On a des belles notes de fleurs. Hein. Voilà, c'est une petite évasion très sympathique, particulièrement quand il fait froid dehors comme aujourd'hui. Cédric, je trouve qu'il est très proactif, il a toujours des idées, plein d'idées, donc il n'hésite pas à créer des petits événements. En général, je dirais qu'à Montréal, les gens accueillent tout le monde, peu importe l'origine. Il y a une convivialité qui règne à Montréal que je n'ai pas retrouvée partout où je suis allée quand j'ai voyagé. Les collègues ramènent d'autres amis ou des collègues. Donc ça fait connaître le restaurant encore plus et c'est une bonne façon de faire du bouche à oreille. Donc j'ai tout de suite compris en fait qu'il fallait faire ce genre d'événement quand on a une activité. Donc il y a beaucoup de restos pour à peine 2 millions d'habitants. On compte plus de 3000 restos et bars. Donc c'est quand même beaucoup. La concurrence est rude. Il faut être tout le temps proactif, il faut tout le temps créer parce que les gens vous connaissent. Mais des fois, ils y pensent pas forcément et c'est pas parce qu'ils pensent pas à vous. Donc il faut faire des promotions, des choses comme ça pour les attirer. Être proactif, comme on dit à Montréal, c'est aussi le credo de Julie et Sébastien. Il faut toujours être actif, il faut toujours chercher à se faire connaître, à agrandir sa clientèle. C'est un marché qui est très très concurrentiel. Donc si on ne fait pas sa place, c'est très facile de tomber dans l'oubli en fait. Ce samedi, dans le plus grand salon de coiffure afro de Montréal, il propose à la clientèle une idée originale. Un diagnostic du cheveu via une petite caméra reliée à un ordinateur. C'est parfait. Megan va commencer avec toi. Donc moi c'est Julie, je suis la créatrice de la marque Curls Vitamine. Aujourd'hui ce qu'on offre c'est vraiment des images microscopiques de ton cheveu. Il n'y a pas de rétrécissement ou parfois tu peux avoir quand tu as une cassure, on le voit au niveau de la peau. Dans la communauté ultramarine de Montréal, le bouche à oreille a fonctionné. De la Réunion à la Martinique, toutes les femmes se sont donné rendez-vous au salon Inhéritance. Je viens de la Martinique. Sainte-Anne. Oui, quand même. Il y en a plein de Antillais, plein de gens du Caraïbe. Je pourrais même dire c'est une plus grande partie de toutes les Noirs qui se présentent à Montréal, qui ont un background de la Caraïbe. Parce que lui, il peut pas là, je suis installée vraiment depuis pas longtemps, octobre 2016. Et je suis bien, j'adore cette ville, j'adore les gens. Ce côté de l'océan me va très bien.
Et puis c'est la même chaleur humaine, c'est vraiment l'univers des possibles. C'est vraiment un way of life qui me plaît. L'initiative était au rendez-vous. L'affluence a dépassé les espoirs du jeune couple et à la demande de leurs clientes, ils vont devoir très vite renouveler l'expérience. S'installer, étudier, partager sa culture, réussir. Tout peut être possible si l'arrivée au Québec se passe bien. Noémie, la nouvelle arrivante, en fait aujourd'hui l'apprentissage. Swan et sa copine Stacy lui font découvrir Montréal. Et pour la jeune fille qui a toujours vécu sur une petite île des Antilles, cette découverte de la grande ville est une vraie expérience. Donc la fameuse cathédrale où Céline Dion s'est mariée par Antipéan. Donc Noémie, comme tu le vois là-bas, il y a une calèche, c'est typique du Vieux-Montréal. Moi, comme j'ai dit, j'étais jamais allée dans une métropole, j'étais jamais allée dans une grande ville. Moi, je sortais d'une petite île, donc arriver ici, c'est vraiment des paysans. Après, c'est cool, parce que tu découvres plein de choses. C'est vrai que moi, des fois, j'ai toujours le regard comme si j'étais un enfant parce que je lève les yeux au ciel, je regarde les bâtiments, je pose toujours des questions pour savoir c'est quoi ça, c'est quoi ci. Même le dimanche, il y a de la vie ici. Alors qu'en Guadeloupe, des fois, le dimanche, il y a des endroits qui sont fermés, donc je reste à la maison, quoi. Donc au final, monsieur le guide, on fait quoi? Mais au final, je pense que nous allons rentrer parce qu'il fait un petit peu froid. Mais tout n'est pas évident pour les jeunes arrivants. Heureusement pour Noémie, Sabine l'aide dans ses démarches. Aujourd'hui, elle l'emmène demander sa carte NAS, l'équivalent de la carte de sécurité sociale. C'est sûr que quand je suis au courant qu'il y a un jeune qui arrive, je suis une maman. Hein. Donc je me dois pour moi m'assurer que ce jeune arrive et s'installe dans des bonnes conditions. C'est jamais toujours évident d'avoir son gamin qui s'en va pour un autre pays qu'il ne connaît pas. Alors quand ces enfants-là arrivent, c'est toujours pas évident là. Noémie, originaire des Abîmes, en Guadeloupe, est arrivée il y a 3 mois pour faire des études à l'UQAM, une des plus grandes universités de Montréal. Donc bienvenue à Berry-UQAM. Noémie ne s'est pas encore fait beaucoup d'amis, à part la copine de Swan, Stacy, guadeloupéenne elle aussi, arrivée 6 mois plus tôt. Les premiers jours, c'est très euphorisant en fait. Tu veux tout voir, tu veux tout découvrir, tu es en mode « Oh, je suis dans la grande ville, oui !» C'est vrai que la Guadeloupe, c'est bien jusqu'à un certain moment. À un moment, comme l'âge de... après avoir quitté le lycée, souvent, dans la tête des Antillais, après le lycée, ça veut dire on part. C'est on va faire nos études à l'étranger. On n'a pas le temps de s'ennuyer ici, en fait. T'as vraiment pas le temps. Des fois, en Guadeloupe, t'avais rien à faire. C'est pas méchant, mais c'est juste que des fois, tu savais pas quoi faire parce que tu as déjà presque tout fait. Aller au cinéma, voir tes amis, aller manger dans tel endroit, aller à la plage, aller à la rivière. Des fois, tu peux même faire de tout en une journée avec tes potes. Et tu découvres aussi les restaurants ou même les magasins parce qu'il y a des magasins qu'on connaissait pas. J'avais juste envie, c'était de découvrir, d'aller quelquefois dans des endroits que je ne connais pas et de marcher pendant des heures. Moi, j'adore ça. On est arrivé dans le truc, Stacy et moi, on était complètement perdus. Et après, on s'est rendu compte qu'on était dans une partie anglophone, parce que les gens ne nous parlaient qu'en anglais. Et on s'est dit, bon, ok, donc il y a des quartiers anglais, il faut qu'on retienne ça. J'ai vu peut-être même pas encore la moitié, peut-être le quart. Donc je me dis déjà, bien me familiariser avec Montréal et puis finir mes études. Et quand j'aurai fini mes études, pourquoi pas partir après. Il y a tellement d'opportunités, je trouve, quand même. On est bien situé. On est à quelques heures de New York, on est à quelques heures de Toronto. Et je trouve que vraiment Montréal, c'est une bonne destination pour les études. Il n'y a pas que les étudiants qui choisissent le Québec, mais aussi beaucoup de jeunes trentenaires qui souhaitent prendre un nouveau départ dans la vie. C'est le cas de Cédric Cardonnet, qui est emblématique de ces nouveaux arrivants. Il est informaticien, une profession très recherchée par le Québec, qui
qui n'hésite pas à venir faire ses entretiens d'embauche à Paris. Je suis tombé sur ce qu'on appelle les Journées Québec. C'est un salon qui se déroule à Paris tous les ans. Et les entreprises qui sont en besoin ici vont au salon et peuvent recruter des personnes, mais je parle d'expérimenter, par exemple, en informatique. J'ai passé mon entretien à Paris et après, j'ai passé d'autres entretiens sur Skype. Depuis chez moi, j'ai passé d'autres entretiens sur Skype. J'en ai passé 3 ou 4. Je suis venu 4 mois après l'entretien. Donc, j'ai dû tout vendre en 3 mois. Et pour l'instant, je ne regrette pas. Le temps de faire mes papiers ici, ça m'a pris 1 semaine. Parce que moi, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant pour moi. Et puis, faut pas se mettre de limites dans la tête et foncer, quoi. Et puis essayer. Mais voilà. J'espère que ça va continuer et j'espère pouvoir élever mes enfants ici. J'ai déjà 2 enfants ici. Et j'espère que ça puisse durer et que je puisse rester. Donc, je fais en sorte que les choses aillent bien, quoi. S'insérer sur le marché du travail au Québec, c'est accepter d'être prêt à la reconversion. On a un rythme de travail qui est intense à Montréal. Bon, je pense que c'est un peu pour tout le Québec. On passe beaucoup de temps à travailler. Moi, c'est un peu une des raisons pour laquelle aussi j'avais choisi de quitter l'informatique. Et les reconversions professionnelles sont très courantes au Québec. Je dirais que les employeurs sont très habitués à ce que un employé trouve quelque chose qu'il considère étant mieux pour lui, mieux payé, plus d'opportunités, un avancement plus intéressant. L'employé il s'en va et puis on est relativement mobile en termes d'emploi au Québec. Si trouver un emploi n'est pas compliqué, faut-il encore le conserver dans une société ultralibérale qui n'hésite pas à licencier du jour au lendemain? C'est la mise en garde de Catherine Feuillet, consul de France à Montréal. Il y a une certaine flexibilité que l'on trouve ici, mais qui va dans les 2 sens. Alors, ils sont assez vite convaincus que ce qui est une opportunité, parce qu'on peut démarrer assez vite, peut s'arrêter également très vite. Or, ici, dans cette vie très nord-américaine, l'emploi se trouve facilement et se perd facilement. Le Québec, c'est une société américaine en français. Ce n'est pas une société française en Amérique. La différence et la nuance est vraiment importante. Nous retrouvons Ania Ursulé, dont le projet artistique Visage d'Outre-mer a commencé. Et c'est dans le nouveau quartier des Docks qu'elle a rendez-vous avec un membre connu de la communauté ultramarine, Johnny Vincent. Alors, Visage d'Outre-mer, c'est un projet photographique dont l'enjeu est de donner un visage et une voix aux communautés de la France d'outre-mer qui sont installées à Montréal. De 2011 à 2012, j'ai fait une petite étude de marché et je me suis rendu compte que les communautés de la France d'outre-mer n'avaient aucune visibilité ici. La première raison, c'est que les communautés de la France d'outre-mer sont arrivées depuis beaucoup moins longtemps que certaines communautés. Deuxième chose, les communautés qui nous ont précédées sont arrivées avec un besoin d'ancrage beaucoup plus fort que les communautés de la France d'outre-mer. Du coup, on n'a aucune visibilité. Moi, très souvent, de toute façon, comme je suis noire et que je parle français, on pense que je suis haïtienne. Le projet Visage d'Outre-mer est très important parce qu'il va véritablement permettre au grand public d'aller à la rencontre des ultramarins. Donc, un grand nombre d'ultramarins vont participer au projet et on va pouvoir les découvrir dans leur vie à Montréal. Voilà. Mais pour les ultramarins, l'adaptation à la société et au marché du travail canadien n'est jamais facile. Johnny Vincent, architecte, en a fait l'expérience. On veut bien que l'architecte fasse le projet, mais il faut que l'architecte qui va faire le projet ait déjà fait 3 écoles, 5 musées, 3 hôpitaux. J'en ai fait 0 pour l'instant. Ce qui fait que je peux faire aucun projet de ce genre. C'est un peu ça qui est un peu compliqué au Québec. Et quand on lui demande quel conseil il donnerait à ses compatriotes qui souhaitent venir s'installer... N'allez pas au Québec, non, si, je vais leur dire de se préparer. C'est pas la France, c'est l'Amérique du Nord. Vous allez déchanter, mais tout est possible. Et puis, ceux qui gagnent, c'est ceux qui vont jusqu'au bout. Faut pas se décourager, justement, sinon ce serait trop facile. Voilà. Puis je suis content que ça ait été difficile, entre guillemets. Et assurément, le plus difficile pour les ultramarins, c'est de s'habituer à la longueur et à la violence de l'hiver.
Cette année, une tempête de neige paralysant le Québec est survenue au mois de mars. Une tempête comme les Québécois n'en avaient pas vu depuis de très nombreuses années. Swan, le fils de Sabine, envisage, lorsqu'il aura terminé ses études de sommelier, d'importer à Montréal des rhums rares des Antilles. En attendant, il a trouvé un job d'étudiant dans le quartier de Côte-des-Neiges, à 2 pas de chez lui. Arrivé à l'âge de 10 ans, Swan, l'enfant des îles, a de plus en plus de mal à s'accoutumer aux hivers québécois. Quand vous avez des situations, des tempêtes comme ça, moi personnellement, c'est des choses que je n'aime pas. Ce sont des choses que je ne supporte pas. Le climat agit énormément, principalement sur moi. Moi, je sais que ça a un effet. En été, je suis totalement une autre personne. C'est Swan qui est content, qui est joyeux, qui va toujours être dehors, toujours sortir. Parce que je suis quelqu'un, moi, j'aime marcher, j'aime être à l'extérieur. Alors qu'en hiver, je suis beaucoup plus casanier, beaucoup plus enfermé. On sent que des fois le moral n'est pas toujours là. Donc ça fait 10 ans que je suis ici. Je dirais qu'en 10 ans, je m'adapte. Plus les années passent, on nous dit, moi je m'adapte au froid. Au froid. Quand tu viens des îles, quand tu viens du chaud, tu blanchis, je blanchis en hiver. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Ça te demande un temps d'adaptation, d'accepter aussi. Je me dis que d'ici 2-3 ans, peut-être je ferai comme les Québécois. Je pars l'hiver 6 mois et je reviens ici l'été. Beaucoup de Québécois, c'est ce qu'ils font. Ils fuient l'hiver. En hiver, ils partent en Floride, dans le sud. Et en été, ils restent ici. Partir, rester. Il ne faut pas se mentir, l'hiver est une des principales causes de départ des immigrants. Si les premières années sont toujours bien vécues, le ras-le-bol de ces interminables périodes de froid finissent parfois par avoir raison de certains d'entre eux. Malheureusement, tu rentres à Tahiti. Après 8 ans, Taya, une jeune Tahitienne, a pris la décision de retourner définitivement chez elle. Elle vient organiser son départ avec Nathalie Simon-Clair, sa rédactrice de L'Outard de Libéré, un web magazine franco-québécois pour lequel elle travaille. Oui, j'ai eu la chance à L'Outard de Libéré d'intégrer des ultramarins. Pour moi, c'était très important d'avoir cette mosaïque de la France. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Taya. Je trouve que c'est une belle rencontre. Et à chaque fois, je remarque que c'est des grilles de lecture différentes où on sent que sa culture polynésienne venait prendre le dessus sur ce qu'on avait pu apprendre à l'université, même ici, au cégep. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant dans une rédaction d'avoir des gens qui ont des formats différents. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas. Moi, je pensais, Oui, je pars. Oui, parce que j'estime que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. Et je mentirais pas que l'hiver m'a fait réfléchir. Ça, c'est vrai. Je suis une fille du soleil, donc évidemment, arriver au bout de 8 hivers, je suis pas sûre de vouloir continuer. Et arriver à un moment, pour moi, dans mon cas, en tout cas, il me faut un cadre familial. Ouais, surtout si j'ai envie de monter un projet avec toutes les péripéties qu'il va y avoir. C'est un projet d'entreprise. Je pense que j'aurais vraiment besoin d'être entourée. Et je pense aussi que j'ai plus à apporter en rentrant, j'ai plus à apporter chez moi, en rentrant chez moi avec tout ce que j'ai appris ici, que de rester ici. Ici, là, nous, on arrive, on est plongé dans une autre vie qui est complètement différente. Donc, on reste quand même avec peut-être une autre façon de penser ou... Il y a quand même, je dirais pas un retard, mais c'est sûr qu'il y a des efforts plus grands, toujours plus grands à faire pour une personne qui vient de l'étranger et qui vient en plus d'une petite île et qui vient d'une culture qui est complètement éloignée du monde moderne. Donc je pense que j'ai plus à apporter en rentrant chez moi. Si je fais une comparaison entre ici à Montréal et ce que je pourrais apporter à Tahiti, je pense que le choix est vite fait. Ouais. Mais repartir n'est pas la norme. La plupart des ultramarins
prennent la décision d'immigrer au Québec. Ouais, on va rester ici au Québec. On va vraiment rester au Québec. On ne sait pas si on va rester à Saint-Georges, mais au Québec, c'est sûr, on va rester. À La Réunion, là, je galérais. Là. J'avais que quoi, des CDD. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas de CDI à La Réunion. Donc, je suis venu ici. Et je vais aller travailler ici. C'est plus facile d'avoir du travail. Là. On regarde... déjà, pour avoir un emploi, c'est quoi? Peut-être en 10 minutes, on peut avoir un emploi ici. Tu dis ça souvent. Compare, la vie est moins chère, même pour un logement. Là. Comme moi, là, à La Réunion, j'habitais dans un appartement, je payais 640 €. 640 € mon logement. Et là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de TV, il n'y avait rien. Ici, je paye 640 $. Ça fait quoi? 400 et quelques euros, je pense. 400, 500 €. J'ai tout. Tout est compris. Il est meublé, il y a l'électricité, il y a la TV, il y a Internet, il y a l'eau, donc même chauffé. Notre vie, pour moi, notre vie maintenant, il est ici. Là. La Réunion, je vais aller en vacances. Fin de semaine pour les ultramarins de Montréal. Ce samedi, la famille Montpierre est invitée à la soirée Hommage aux femmes, qui récompense des femmes qui s'investissent de façon remarquable pour le développement économique, social, politique et culturel du Québec. Ce soir, Sabine Montpierre est distinguée pour son engagement et pour son travail auprès des nouveaux arrivants. Elle vient de la Guadeloupe. Sabine Montpierre. Je milite pour la valorisation du patrimoine et des traditions. Je milite pour le rapprochement des femmes des communautés créoles. Et je remercie ceux qui sont à mes côtés et qui m'apportent leur contribution. Ma famille, ma mère de Guadeloupe qui me soutient, mon partenaire de vie qui s'embarque avec moi dans mes projets les plus fous. Le mandat de la femme est de transmettre. Et quand elle transmet, elle enrichit la relève. Alors, le pouvoir du féminin sacré, c'est maintenant. Plus tard, il sera trop tard. Merci. Bientôt une décennie que la famille de Sabine a immigré à Montréal. Un long parcours, difficile parfois, mais qui aujourd'hui trouve son aboutissement dans cette reconnaissance. C'est maintenant 9 ans qu'on vit ici, je me sens... Je suis québécoise. Je suis québécoise, originaire de la Guadeloupe. Et je contribue à l'enrichissement du paysage culturel du Québec. Sabine, Joël, Cédric, Cécile, Ania, Sébastien et Julie, Noémie, Swan. Certains sont là depuis des années, d'autres viennent d'arriver. Quelques-uns d'entre eux repartiront vers leur île. Montréal n'est certainement pas un Eldorado, ni un miroir aux alouettes, mais devient pour ceux qui veulent y croire, un nouveau territoire créole. En un an, le nombre de Français partis s'installer au Canada a fait un bond de 10%. Le pays entend conforter sa politique migratoire. Son objectif, 1 million de nouveaux résidents d'ici 2020. Terre d'immigration malgré elle, l'île de Mayotte subit aujourd'hui une situation tout inverse. Chaque jour, des dizaines d'étrangers comoriens, pour la plupart, gagnent ce département français en toute clandestinité. À la recherche de soins médicaux ou d'une vie meilleure, ces migrants embarquent au péril de leur vie dans de frêles bateaux de pêche traditionnels, les kwassa-kwassa. Et une fois sur place, le périple de ces candidats à l'exil est loin d'être fini. Ils doivent se battre pour subsister et tout faire pour ne pas être reconduits à la frontière. Car hier encore, tolérés par les Mahorais, ces clandestins toujours plus nombreux sont aujourd'hui victimes d'opérations massives d'expulsion menées par des citoyens français. Une situation explosive. Confrontation à Mayotte au bord de la rupture. Regardez le documentaire de Grégoire Deniau. Nous cuisinons là. Ici même, c'est la cuisine. Tout se fait ici, dans la seule pièce que nous avons. Vous voyez, nous vivons comme cela. Et vous êtes combien à habiter ici? C'est juste nous. Vous 4? Oui. Personne ne doit savoir où nous habitons. Parce que nous n'avons pas de papier. Donc nous nous cachons, mais le plus important, c'est que nous soyons tous ensemble. Vous connaissez des gens sans papier qui arrivent à trouver du travail? Oui, j'en connais qui trouvent du travail. Mais il y a des risques aussi. Je peux aller dans la rue, trouver du travail, commencer à travailler le matin, et en fin de matinée, être attrapé par les autorités.
pour être renvoyé en Grande Comore. Vous regrettez d'être venu à Mayotte? Effectivement, je regrette. Je ne pensais pas vivre ainsi. Je pensais pouvoir vivre une vie plus normale en habitant ici qu'en étant là-bas. Mais malheureusement, en arrivant ici, je me suis rendu compte que j'étais loin de la vérité. Cette situation n'est pas simple. Comme Ismaël et sa famille, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à Mayotte. Pas de grosse différence avec la métropole. Sur cette petite île de l'océan Indien, l'immigration clandestine et l'insécurité agitent la vie locale. Un tiers de la population n'a pas de papier, les bidonvilles grossissent et les problèmes aussi. Niel, coupe ton moteur! Ils jettent les déchets par ici et ils habitent là. Les toilettes. L'État, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il laisse rentrer ces gens-là massivement. Pas de contrôle, rien. C'est pas trop dur d'habiter ici avec un enfant? Non, ce n'est pas dur. C'est pas dur? Si, c'est dur de vivre avec un enfant dans cette saleté. Qu'ils sortent d'ici. Allez, on les dégage. Ils veulent qu'on retourne chez nous. Qu'ils quittent Mayotte, qu'ils s'en aillent tous. Pièce d'identité. Quoi? Pièce d'identité. J'en ai pas. C'est parce que vous êtes là qu'ils sont gentils, mais sinon ils nous insultent. Il faut tous les expulser. Tous ces clandestins espèrent être régularisés et quitter l'île en direction de l'Europe. Alors ils font la queue devant la préfecture, tous les jours et souvent depuis des années. On estime à plus de 60 000 le nombre de clandestins vivant à Mayotte. Moi, je veux une carte de séjour. Mon père est français, donc je veux ma carte de séjour. Et vous êtes à Mayotte depuis combien de temps? Depuis 1994, je suis à Mayotte. J'ai demandé un récépissé, il a été rejeté. Certains disent qu'il y a beaucoup trop d'étrangers à Mayotte. Les Mahorais ont raison. Parce qu'on est beaucoup ici. La délinquance augmente. Et pourtant, je suis grande comorienne. Mon père m'a élevée ici, à Akwa, et m'a mariée là pour que je puisse faire ma vie. Donc les problèmes qui se posent aujourd'hui ne sont pas seulement pour les Mahorais ou les grands Comoriens, mais à nous tous. Comoriens et Mahorais ont toujours vécu ensemble, passant d'une île à l'autre, sans se soucier des problèmes d'identité. C'est pas que les gens veulent venir pour venir à Mayotte, ils viennent parce qu'il y a bien une raison qui les amène ici. Et cette raison, quand ils viennent, il est clair qu'il y a des gens à Mayotte qui les accueillent, les Mahorais qui les accueillent. S'ils n'étaient pas accueillis par les Mahorais, ils ne viendraient pas. Le soleil se lève sur le dispensaire de Mamoudzou. Et la file d'attente est déjà longue pour se faire soigner. Vous êtes là depuis quelle heure? 6 heures. Depuis 5 heures du matin, parce que si je viens à 7 heures, il y aura trop de monde. Dans la foule, on ne trouve que des étrangers, avec ou sans papier. Mais il y a des règles à respecter.
Les problèmes sont toujours les mêmes. Pour la distribution des tickets, sortez vos carnets de santé et un justificatif d'identité. Vous devez me les montrer pour avoir un ticket. La qualité de notre système de santé attire de plus en plus de migrants malades. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, depuis 2014. J'ai fait un aller-retour depuis. Et en Grande Comore, il n'y a pas d'hôpitaux? Si, il y a des hôpitaux, mais ils ne sont pas comme ici. Il y a quand même une différence parce que des fois, quand tu es malade et que tu fais des analyses, tu apprends que tu dois aller te faire soigner ailleurs, comme à Madagascar ou Mayotte. Donc autant venir ici direct, qu'on se fasse analyser une fois et soigner, plutôt que d'attendre des résultats longtemps pour apprendre que tu dois quitter l'île. Derrière leur guichet, les hôtesses tentent de se faire comprendre. Sans papier en règle, il faudra payer 10 € pour une consultation. Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Un généraliste. La sécurité sociale. J'en ai pas. Pièce d'identité. Quoi? Pièce d'identité. J'en ai pas. Madame, on va dire, s'il vous plaît. Merci. Il est marié au Jahoun. Mais regarde même pas. Madame, mademoiselle. Il est marié au Jahoun. Une pièce d'identité. Quelle pièce d'identité? Extrait ou carte d'identité ou passeport au séjour. Je ne l'ai pas avec moi. C'est normal qu'il y a plus de pas Je la porterai plus tard. C'est une faille GG. Une pièce d'identité, je ne peux rien faire. C'est obligatoire? Oui, je ne peux pas revendre direct au numéro. C'est difficile d'accueillir les gens ici? Ah bah oui. Bonjour. Le carnet. C'est pas facile de garder son calme alors? C'est pas facile du tout. 23 blancs. Et nous, quand on est 10 €, madame. 10 €. Madame. Après, là, c'est parce que vous êtes là qu'ils sont gentils. Mais sinon, ils nous insultent. Et pourquoi ils vous insultent? Parce qu'on leur demande de payer 10 €. Juste 10 € pour voir le médecin, avoir les médicaments. On leur demande trop. La nuit est tombée. C'est le moment choisi par les passeurs pour faire entrer les clandestins. Tous les soirs, les gendarmes de la brigade nautique sont sortis. Les Kwassa-Kwassa, barques pleines de clandestins, peuvent débarquer n'importe où. Les gendarmes, mobilisés 24 heures sur 24, travaillent au radar. De temps en temps, c'est un simple pêcheur qui se fait prendre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pêche. Et il est où ton gilet? Hein? Sauvetage? Je l'ai oublié. Bon, tu n'es pas du tout censé être ici. D'accord. Tu es censé avoir un gilet de sauvetage. D'accord. Tu dois reprendre ta rame et rentrer. On te surveille d'où on est. Aucun problème. Tu fais attention. D'accord. Cette fois-ci, le bateau de la gendarmerie est à fond. Il faut faire vite. Une barque a été repérée tout près de l'île. Enlève le coupe-circuit. Coupe le moteur. Coupe le moteur. Hey, toi je te rends moteur, tout rouge rome. Ok, les gars. Tiens. Ah, tout ça, tout. Regarde de l'appareil là. C'est bon, tout est fait. Ah, ok. Voilà, pose-toi, je viens. C'est bon. Tiens, pour chômage, qui a signé mon avis. C'est pas comment donner une numéro.
quoi ça? Téléphone? Les téléphones, tu les prends ou pas? Attends. Je sais pas là. Puis t'es pas malade là. Tu es venu dans la quoi ça? D'accord? Donc moi, oui, tu es malade, mais moi je te dis de t'asseoir là-bas. D'accord? Oui, mais ça gonfle, tu vas voir le docteur après. Mais d'abord, tu t'assois. Être malade ou blessé, c'est la garantie d'être soigné. Lui a les deux bras cassés. Il sert son dossier médical, carnet de santé et radio. Tout est organisé pour qu'il soit pris en charge. Ils n'étaient pas très loin de l'îlot. Et de la dire juste, ils n'étaient pas très loin de l'îlot, je dirais. Ils s'arrêtent volontiers ou est-ce qu'ils essayent de continuer le plus loin possible? Ça peut être tentant quand ils sont près de la terre de se dire de se rapprocher directement, mais sinon autrement on reste relativement coopératif. Charlie Oscar, on a 12 passagers, 10 hommes, une femme, un enfant. Direction Mamoudzou. Pour ces clandestins, le voyage est terminé. Dans quelques jours, la plupart d'entre eux seront expulsés. La patrouille, elle, continue. Les gendarmes du bord sont d'alerte 24 heures d'affilée. Un nouvel écho s'approche de l'île. Fausse alerte, ce sont des baleines. La trêve est de courte durée. Nouvel écho. Et cette fois, pas de doute possible. C'est bien un kwassa. Niel, coupe ton moteur. Coupe le moteur. Ouais, c'est mon moteur là, yo. C'est mon moteur là. Non, il prend pas les mains, c'est bon. Niel. Tire. Non, tu vas me laisser laisser juste, quand on se change, c'est bon, ok? Quand je n'en change pas. Je vais faire tout. Va nous faire un petit moment là, baba. Un petit moment là, on a ça là, ok? À bord, des femmes et des tout-petits. On leur a dit que leur enfant ne pourrait pas être expulsé. Il pourra grandir à Mayotte. Elles espèrent aussi pouvoir rester. Lui vient faire soigner son fils. Il a quoi à la jambe? Deux briquets. C'est tombé sur lui des briques. Assieds-toi. C'est cassé. C'est Tu vas à l'hôpital à Mamoudzou. À Mamoudzou. Parce que là-bas, ils ne pouvaient pas le soigner là-bas. C'était trop compliqué. Depuis les Grandes Comores et Anjouan, le voyage ne dure que quelques heures et coûte 200 €. C'est une véritable ligne régulière qui fonctionne. Chaque jour, plusieurs barques sont interceptées, mais beaucoup d'autres passent à travers les mailles du filet. L'espoir d'une vie meilleure les pousse sur l'eau. On a un bébé avec plâtré, il a 2 parfums, il a reçu 2 parfums sur la jambe. D'accord, il est emplâtré. Prendre la mer avec des enfants en bas âge et avec des conditions météo climatiques qui sont relativement très dégradées, c'est de prendre énormément de risques. Est-ce qu'au final, prendre des risques comme ça vaut la peine d'effectuer la traversée? J'en suis pas forcément sûr.
Parce que derrière, ensuite, c'est pas forcément dit d'avoir cette soi-disant vie meilleure. C'est une vie cachée, une vie sans réel vraiment d'espoir. Donc non, voilà, je suis pas très convaincu que ce soit la meilleure des solutions. Ces gens-là ne sont pas contents. Ce sont des Mahorais, les vrais habitants de Mayotte, comme ils disent. Ils ne veulent plus voir de clandestins. Maïla fait partie du collectif. Ils ont rendez-vous avec le préfet. Nous, ce qu'on demande, tous les gens qui rentrent, on ne peut pas interdire des gens de rentrer, mais au moins qu'ils viennent légalement. Nous, quand on part à La Réunion, il faut des papiers. Quand on part à Métropole, c'est pareil. Pourquoi ces gens, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas ils viennent pas normal, avec la voie normale? Moi, effectivement, la PAF, c'est la PAF qui a le droit de rentrer dans les villages. Dans les maisons. Dans les maisons. Il y a la maison. Il y a les gendarmes. Les gendarmes, c'est pour nous, venir nous barrer la route. En tout cas, on va chez Fouza aux îles. Sur les reconduites à la frontière, on n'a rien à foutre. Rien à faire. C'est pas efficace, ça fait, voilà, depuis 20 ans ils le font, il n'y a aucun résultat. Donc il faut chercher notre moyen. Le moyen, il ne rentre pas dans le vide. Nous, on est le collectif de Mayotte, donc on a une réunion avec le préfet, parce que c'est la 5e réunion qu'on a depuis qu'on a commencé. Et tout ça, c'est lutte contre l'immigration clandestine qui rentre massivement sur Mayotte. Et pour l'instant, il n'y a rien qui avance? Il n'y a rien qui avance. Ils nous ont promis comme quoi on allait travailler ensemble et il n'y a rien qui a été fait. Au contraire, tous les jours, il y a 2 ou 3 croissants qui rentrent, qui amènent des enfants pour faire les rentrées scolaires. On a exposé plein de solutions. Ils nous exposent leurs solutions, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui va. Ça veut dire que c'est eux, ils encouragent ces gens-là de rentrer au lieu de mettre des barrières comme quoi ces gens-là devaient quand même rentrer légalement sur Mayotte. La préfecture ne nous autorisera pas à filmer cette réunion, qui, selon les membres du collectif du Sud, ne donnera rien. Du coup, Maïla a décidé de nous montrer tout ce qui ne va pas. Elle se sent abandonnée par la France. Première destination, un marché clandestin qui se tient à marée basse, à l'entrée de la capitale. On aurait voulu ne pas se cacher ici et vendre là-bas avec tout le monde. Nous, on n'a aucun endroit où acheter et on ne veut pas voler. Parce que si on voulait voler... Ils veulent qu'on montre une autorisation et pourtant ils ne nous la donnent pas. Non, ils prennent tout. La marchandise et le sans-papier. Ça me dérange parce que cet endroit, déjà, c'est dangereux. Et ça, ce sont des mangroves. Ça, c'est pas fait pour faire le marché. Mais pourquoi on les laisse faire le marché ici? Ça, il faut poser la question à la mairie. C'est la mairie de Mamoudzou qu'ils ont mis ici. La mairie de Mamoudzou, ils le voient tous les jours. Pourquoi il faut poser la question à la mairie. Pourquoi ils ont mis ces gens-là ici? Pourquoi ils n'ont pas cherché un endroit bien pour eux aussi, s'ils veulent les laisser, qu'ils font leur travail? Et tout ça, ce sont des gens qui n'ont pas de papiers? La plupart des personnes ont des papiers, mais certains n'en ont pas. D'après ce qu'ils disent, on ne peut pas les fouiller non plus, pour savoir. Donc, en gros... Personne ne veut de nous ici. Ils veulent qu'on retourne chez nous. Donc voilà. Je ne sais pas. Bien sûr, nous n'avons pas de papier. Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant ici? Évidemment. Il faut absolument accoucher à Mayotte pour pouvoir espérer vivre à Mayotte. Vous êtes de quelle origine d'abord? Une simple citoyenne? Tout simple. Tout simple. On est politicien, Ah, ok.
Depuis quelque temps, la rumeur s'est propagée. Venir à Mayotte, c'est la garantie de devenir français et d'aller en Europe. Une nouvelle route de l'immigration s'installe. Je suis un réfugié de Somalie. Bien, je suis venu à pied et par l'eau, par bateau. Ça fait 9 mois que je suis là. Je ne sais pas où aller. Vous savez, cette vie est très difficile pour moi. Nouvelle étape avec Maïla. Les logements insalubres des clandestins. Ça, c'est un lotissement carrément ici. Pas d'eau, pas d'électricité. La dernière fois, j'ai compté, il y a 3 puits. Il y a des fosses septiques juste tout à côté de la puits. Donc, c'est vraiment sale. Donc, voilà, les déchets, ils le mettent là. Ils jettent les déchets par ici. Et ils habitent là. Donc, vous voyez, regardez tout ça. Ça, c'est une cour des gens qui habitent. Et la mairie, ils le savent, tout ça. La mairie le savent. Il y a des enfants qui vivent ici. C'est la mairie qui doit quand même faire quelque chose. Vous voyez là, c'est un puits. Vous voyez les enfants qui sont à côté. C'est un puits. Les tôles, c'est dangereux avec les enfants. Vous voyez les enfants qui jouent. Les tôles, c'est dangereux. Il y a un puits qui est là. Il y a un puits qui est là-dedans. Et là, c'est un puisard. Et là, c'est un puisard. C'est pour les toilettes. Les toilettes. Donc voilà. Ça, c'est vraiment... Ce sont des gens qui sont installés sans autorisation? C'est sans autorisation. Et ces gens-là, soi-disant qu'ils payent 40 € par mois. Leur loyer, ils payent 40 €. Mais qui va payer l'impôt? Est-ce que ça a été déclaré? Il n'y a pas de déclaration. Les Mahorais paient les impôts chers, mais regardez tous ces gens-là. C'est un lotissement entier qui est là. Mais à qui ils louent alors? Aux personnes sans papier, soi-disant. Personnes, des clandestins qui n'ont pas de papier. Tout ça, on en a marre, on ne veut plus voir ça. Maïla ne s'en prend pas directement à ces gens venus d'ailleurs. C'est à l'État français qu'elle en veut en priorité. Donc vous vous demandez est-ce que tout ça soit enlevé? Bah oui, j'aimerais bien quand même que tout soit enlevé. L'État, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il laisse rentrer ces gens-là massivement. Pas de contrôle, rien. Les gens, quand ils viennent ici, ils cherchent à s'installer. Du coup, ils prennent le moins qu'ils ont. On propose ça, ils le prennent. On le propose, ils prennent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir une vie meilleure peut-être. Donc déjà, j'en prends aux autorités, j'apprends aussi aux personnes qui construisent des bangas et qui les louent. Donc j'apprends à ces 2 personnes-là. Parce que là, ce ne sont pas des clandestins qui construisent, ce sont les Mahorais qui construisent ces bangas-là et qui font loger ces gens-là. Donc ça aussi, on est responsables, nous les Mahorais. On donne une mauvaise image. Moi, je trouve non, on ne donne pas mauvaise image à la France. Nous avons retrouvé le propriétaire de ces baraques en tôle. Monsieur Chamassi était policier. Aujourd'hui à la retraite, il arrondit ses fins de mois avec ses bangas et pas question de les détruire. Nous sommes allés voir vos bangas là-bas et certaines personnes disent qu'il faut les détruire, que ce n'est pas aux normes, que vous ne pouvez pas demander des loyers pour quelque chose comme ça. Est-ce que pour détruire, c'est moi seul qu'on va les détruire? À Chirongé, il y en a, à Mkoula, il y en a. C'est pas normal. Et où vont aller ces gens-là? Où vont aller ces gens qui veulent les détruire? Alors, il y a des gens, en tout cas les collectifs du Sud, là, ils disent que c'est... Moi, je m'en fais les collectifs du Sud, là. J'ai vu, je le dis, c'était place de si j'étais là, j'étais ces jours-là. Je peux les couper, sa tête. Moi, je m'en fous. J'ai 80 ans ici. Mais il n'a qu'à essayer. Madame Batrolo vit une toute autre situation. Son terrain, aux portes de la capitale, est squatté depuis des années par des centaines de familles. Et depuis, impossible de les faire expulser. Des gens occupent notre terrain. C'est nous qui payons les impôts. Là-dedans, il n'y a personne qui paye. Il y a certains qui se permettent de mettre en location.
Ils ont fait plusieurs bangas et ils mettent en location. Je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir, mais ça fait des années que ça traîne et on continue à payer et eux, ils sont là, ils habitent gratuitement. Ça, c'est les décisions du tribunal disant que ces gens-là, en fait, doivent quitter le terrain. Alors en gros, vous avez beaucoup de papiers, mais pas beaucoup de résultats. Beaucoup de papiers, on a dépensé beaucoup d'argent, mais pas de résultats. Et en même temps, on ne nous accompagne pas. On crie, mais il n'y a personne qui nous accompagne jusqu'à maintenant. On est dépossédés. On a demandé à rester français, mais on n'imaginait pas que la France allait nous délaisser comme ça et nous laisser en fait envahir par ces gens-là. Maintenant, même se soigner. On ne peut pas se soigner correctement à Mayotte. Le bidonville, le voici. C'est le plus grand de Mayotte. Ici, on dit même que c'est le plus grand de France. Des milliers de personnes y vivent, certains depuis plus de 15 ans. C'est pas trop dur d'habiter ici avec un enfant? Non, ce n'est pas dur. C'est pas dur? Si, c'est dur de vivre avec un enfant dans cette saleté. Elle a perdu la tête. La vie ici à Mayotte est trop dure parce qu'au moment même où on parle, on veut nous chasser de notre maison. Si on nous chasse d'ici, on ne pourra rien y faire. Et on n'a aucun endroit où aller, à part retourner chez nous et vivre durement. Parce que quand on va là-bas, il n'y a que des difficultés. Parce que s'il y avait de quoi faire là-bas, nous n'aurions jamais pris le risque de venir jusqu'ici. Mais c'est à cause des difficultés à vivre là-bas que nous sommes venus ici. Et lorsqu'on vient ici, on nous chasse aussi. Donc plus rien n'a d'intérêt. C'est des bangas qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils commencent à se rendre compte qu'ils pourraient perdre leur terrain, mais voilà, pour moi, je pense que les gens qui habitent sur place ne pensent pas à ça, eux, ils pensent à vivre. Ils ne pensent pas que leur terrain, enfin ce terrain-là leur appartient. Ils cherchent simplement à vivre en attendant que les aides arrivent. J'étais à l'école quand même, j'étais scolarisé jusqu'au bac. J'ai fait mon bac il y a 5 ans et puis voilà, je suis là quoi. J'ai pas de papier, j'ai rien. Je fais que dormir et me lever quoi. Donc c'est difficile parce que quand la France a envie d'aider ceux qui viennent à Mayotte, comme tous les étrangers qui vont en France, je pense qu'il y a un blocage au niveau des Mahorais, puisque ce sont eux qui sont dans les bureaux et qui ne veulent pas accepter cette réalité qui fait que la France est un pays d'accueil, un pays d'aide, qui fait que tout le monde doit avoir sa liberté et voilà. Je suis venu en Kwassa Kwassa et je suis descendu à Mjango avec en poche juste le numéro de mon ami présent à Mayotte. Une fois arrivé, je l'ai appelé. Il est venu me récupérer à Mjango pour venir ici. En fait, en venant ici, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas non plus d'endroit où habiter. On fuit la misère en venant ici. Et en venant ici, on retrouve la misère. Autant que je retourne là-bas pour me trouver un endroit où me poser tranquillement. À force de rester comme ça, juste comme ça, à galérer, forcément un drame va arriver. Et moi, j'essaie d'éviter ce genre de choses. C'est pour ça que je dis que c'est mieux que je rentre chez moi. Parce que j'ai pas envie de rester là, qu'on entende que j'ai poignardé quelqu'un ou que j'ai volé quelque chose, tu vois. Aux portes du bidonville, Shakila la Mahoraise accueille et aide les familles de clandestins, nouvelle cible de la population. C'est elle qui s'occupe d'Ismaël.
Là, tout de suite, on est en train de courir à droite à gauche quoi, pour essayer de trouver un logement. On n'a pas de documents nous permettant de circuler. Même si notre entourage essaye de nous aider, il suffit que je fasse quelque chose que tu n'apprécies pas pour me mettre dehors juste comme ça. Comme quelque chose sans intérêt alors que nous sommes des humains. Vous êtes mahoraise? Il paraît que les Mahorais n'aiment pas les gens qui arrivent des grandes Comores et d'Anjouan. En fait, ça c'est des gens, par exemple, moi j'ai pas grandi ici, moi j'ai grandi à La Réunion. Pour moi ça veut rien dire Mahorais, Comorien, pour moi on est tous, c'est nos frères quoi. Aujourd'hui il faut que les gens prennent conscience que c'est des êtres humains dont on parle. Ces familles-là, que ça fait plus de 3-4 mois, ils sont là, ils vivent avec leurs enfants à droite à gauche, balancés comme des animaux, alors que eux, ils savent très bien qu'ils sont venus ici, ils vont trouver des gens qui parlent la même langue qu'eux, des gens qui ont la même religion qu'eux. C'est ça aussi quelque part l'espoir, cette envie aussi de retrouver les siens, entre guillemets, se dire bah, c'est les mêmes que nous, c'est notre famille, on va les voir. Mais maintenant, les impôts sont arrivés. L'administration elle a besoin qu'on fouille les caisses, il faut bien qu'on trouve deux coupables, et ben voilà, on trouve les Anjouanais, les Comoriens, on les met dehors, on fait ce qu'on veut alors qu'on en a tous profité, ils ont construit nos maisons, on les a même mariés avec nos enfants, c'est ça où je comprends pas, parce que si vraiment il y avait un problème entre les Comoriens et les Mahorais, comment se fait-il que les Mahorais se marient avec des Comoriens? Il faut qu'on soit honnête avec soi-même et on se dit, on les aide parce que tout ce qui leur arrive, ça peut nous arriver. La majorité des Mahorais voient en ces clandestins des fauteurs de troubles, apportant violence et insécurité. Pour éviter cet amalgame et pacifier la situation, les gendarmes patrouillent le plus souvent possible. On va dire qu'on ne pourra pas contrôler l'ensemble des zones H24, parce qu'on n'a pas forcément les moyens matériels et humains. Tenir les bandes terrestres et côtières aussi grandes, c'est assez impossible. Ce matin, opération dans un village le long de la côte. Régulièrement, des passeurs déposent leurs passagers sur la plage. À tout à l'heure. Donc changement, c'est les gars, petit changement. Apparemment il n'y a pas de bateau, il n'y aura pas de poisson. En bas, par contre, c'est au niveau du marché. Il y a énormément de personnes. Tenter un effet de surprise pour arrêter le maximum de monde. Il va falloir faire un peu de sport, parce que je crois qu'on est de l'autre côté de la plage. Mais comme souvent, la nouvelle de l'arrivée des gendarmes les a précédés. C'est petit bonheur à la chance. Ouais. Le problème c'est qu'avec les bangas, on ne veut pas y aller, donc ils seront vite à l'intérieur. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Parce que c'est considéré comme un domicile, et si nous pénétrons, ce sera une violation de domicile. Et du coup là, c'est nous qui sommes passibles de sanctions pénales. Et ils connaissent bien la loi ici? Ils l'appliquent bien, oui. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rebasculera sur du contrôle routier. On verra, en espérant que la pêche s'améliore. Voilà. Très vite, le contrôle routier porte ses fruits. Avec plus de 30% de la population qui vit dans l'illégalité, les arrestations se multiplient. Les gendarmes vérifient chaque tentative d'explication. Vous habitez où? Juste là-bas. C'est où? Ici, à Nyambanao? Oui, ici, à Nyambanao. C'est donne-moi une habitation. Vous allez voir? Ouais. À Rami. On a kertas tu? Séjour. Séjour? Séjour. On peut aller voir. On va quand même vérifier. Ouais. Tu montes avec nous? Montez avec nous, on va aller vérifier chez nous. Qu'est-ce que tu veux? On s'arrête ici? On s'arrête ici. Là.
contre, j'aimerais bien qu'il m'amène quelque chose. Monsieur. Ouais, c'est bon. Signe qu'il a donné un emprunt. Ouais. Les documents, c'est où ils sont, hein, ça prend pas une plombe. Hein. Il trouve pas ses papiers? Il trouve pas ses papiers. Je pense qu'il va nous sortir des documents des enfants, des actes de naissance, des pièces d'identité de ses enfants, je pense. La plupart, c'est comme ça. C'est vrai que les enfants sont légalisés, mais pas lui. Pas lui, là. Tout à fait. Bonjour. Bonjour, madame. C'est le fils de mon époux. Je ne sais pas. Vous trouvez pas? Non, je vais prendre un. Hein? Ah non, c'est bon. Ah non, on va pas faire tout le village. Hein. On va faire les vérifications dans les locaux de la brigade. Pour votre sécurité, on va vous mettre les mains entravées devant. En 15 minutes, les 2 camionnettes de gendarmerie sont pleines. Tout ça, c'est des gens que vous avez déjà interpellés? Aucun n'a de papier? Le chef du village est satisfait. Il faut venir expulser. Venir travailler. Non, il veut pas, il y a trop, c'est envahi, il veut pas trop de monde dans le village. Les gendarmes repartent. Il faut maintenant prendre les identités et ficher ces migrants sans papier. L'interprète et on procède au fiche. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire, c'est moi qui fais ça. Dans quelques jours, ils devront partir. Chaque année, 20 000 clandestins sont expulsés, laissant souvent derrière eux une famille, des enfants qui resteront à Mayotte. Actuellement, on compte plusieurs milliers d'enfants vivant sans leurs parents, livrés à eux-mêmes, accentuant ainsi le sentiment d'insécurité. C'est le cas d'Ibrahim et ses copains qui zonent dans le centre-ville. Moi, je suis née en Grande Comore, mais j'ai été envoyée ici pour venir chercher un avenir meilleur. Et tes parents, ils sont où? Mon père est décédé, mais ma mère est ici. C'est ta mère qui est ici, à Mayotte? Moi, j'ai quitté Anjouan en 2014 pour venir à Mayotte. Je n'ai même pas fait 5 jours que mes parents se sont fait arrêter par la police. Après leur départ, j'ai retrouvé ma grande sœur et aujourd'hui on habite ensemble ici. Depuis qu'ils ont été renvoyés, ils ne trouvent plus le moyen de revenir à Mayotte. Quand je ne vois pas l'intérêt d'aller en cours, je n'y vais pas. Si je trouve quelque chose à manger, c'est tant mieux. Et si je ne trouve pas, je fais sans. Et quand je retourne à l'école, après les cours, je retrouve mes amis. Quand je me lève le matin, je pense à mes parents quand ils étaient ici, avant d'être renvoyés par les autorités. Depuis 2014 que ma mère n'est plus ici, et je ne l'ai pas revue. Dans le sud de l'île, les amis de Maïla se sont donné rendez-vous pour une journée de prière. Un imam est spécialement venu bénir la nourriture. Cette manifestation n'a qu'un but, dénoncer l'arrivée massive de clandestins. Quand on se battait pour nos droits, ils n'étaient pas présents.
J'ai une tante, Zakia, personne ne la connaît. Et pourtant, elle s'est battue et a perdu la vie juste pour Mayotte. Ces personnes-là n'ont pas honte de ce qu'elles font. Si c'était le cas, elles ne viendraient pas ici. Qui quittent Mayotte, qu'ils s'en aillent tous. Nous sommes venus faire des prières pour retrouver la paix et la vie d'avant, pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Nous ne leur permettrons pas de venir chez nous juste pour nous prendre la tête. Tous nos enfants sont partis étudier en France pour venir sauver notre île. Donc qu'ils retournent chez eux, qu'ils laissent notre île tranquille, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils rentrent chez eux. La tension monte lorsque les femmes découvrent que quelqu'un est venu leur jeter un sort. Ceux qui ont fait ça, c'est quoi encore cette histoire? Ils n'ont aucun scrupule. Ça fait un moment qu'on a dit qu'on allait faire une prière ici. Et les concurrents sont venus poser ça là pour que tout ce qu'on fait, ça ne réussisse pas. C'est posé quoi? Les gris-gris sont là. Donc les deux petits poussins que vous voyez par terre. Parce qu'eux aussi, ils n'arrêtent pas, ils se protègent, ils font beaucoup de prières. Donc nous aussi, on fait des prières pour se protéger avant de continuer les manifestations. C'est protéger les Mahorais contre les gens d'Anjouan et des Grandes Comores? Les gens qui veulent nous faire du mal. Il n'y a pas que les Comores ou les Anjouanais. Toute personne qui vont nous faire du mal. À chaque rassemblement, les membres du collectif du Sud affichent clairement leurs couleurs. On est français et on est fiers de l'être. La France est en train de nous laisser dans un bateau qui est en train de couler en fait. Et nous, on a choisi être français pour être libre. Si l'État français ne fait pas son boulot, nous, on va le faire. On va le faire parce que c'est nous qui vivons sur Mayotte. C'est nous. Le préfet, lui, il vit à Mayotte, mais il est au-delà, il est en sécurité. Mais moi, chez moi, je ne suis pas en sécurité. L'île est petite, tout se sait très vite. Chaque manifestation est sous haute surveillance. Les gendarmes font tout leur possible pour que cela ne dégénère pas. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لما لا يسألكم وجهه وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أفأنتم شيئا ولا تنكرون إني إذا لفي ضلال Nous, on n'est pas contre les Comoriens, les Africains, tout ça, on n'est pas contre. Mais les clandestins, nous, on est contre. Une entreprise qui a 5, 10 clandestins qui ne sont pas déclarés, ils sont tous connus. On se connaît tous à Mayotte. À Mayotte, c'est un quartier de la métropole, un petit quartier même. On se connaît tous et le gouvernement ne fait rien. À Mayotte, c'est un département français, mais les clandestins, ils ont toujours raison, plus que les Mahorais, à tout moment. Après la grande prière, fin des discussions. Les plus téméraires se préparent. Ils vont investir un terrain où vivent des clandestins. La préfet, il était sur place.
Ana mabarua. Waile wahanda arambia mawaye madani sauveni ha mabarua hakula mtu alona mzwani. Donc rangu wakati leo katina resulta itoka yo. Neka leo wasi wa maore kara réagisse leo basi. Ça fait leo ini ilazimu ma réagisse immédiatement. Y a-t-il? Attrapez-le. Lui là. Toi, tu as tes papiers? Hé, oh! Mais tu as tes papiers là? Je vais vous les montrer, mes papiers. Ils sont où? Ils sont où? J'irai vous dénoncer à la police. Tu es parti acheter de la drogue. Je suis parti acheter de la drogue? Alors cette drogue, elle est où? Sors là, sors là. Mais je vais vous montrer, mais lâchez-moi. Alors montre. Je vais vous montrer mon sac. Regardez, regardez. Regardez, vous verrez que je n'ai pas de drogue. Puisque vous savez si bien à quoi ça ressemble la drogue. On veut tes papiers, montre-les. Je vous ai dit que mes papiers sont à Bandrélé. Vous connaissez Bako Ali à Bandrélé? Montre-les-nous. Allons dans la voiture que je vous montre mes papiers. Ouvre ton sac. Je vais l'ouvrir. On a envie de voir ce qu'il y a dedans. Sors le paquet de cigarettes. Sors le paquet de cigarettes. On veut voir ce qu'il y a dedans. Sors ce paquet. Lâche mon sac, lâche mon sac. À toi. Attrapez-le. Ça doit baigner là-dedans. Qu'ils sortent d'ici. Allez, allez, on les dégage. Madame, est-ce que c'est votre terrain ici? Non. Il appartient à qui alors? Moi, je ne suis pas d'ici. Vous êtes d'où? Moi, je suis de la capitale. Où ça, la capitale? Lève-toi et tu dégages. On t'a dit, tu dégages. Ferme ta bouche. Hé, attendez là. Attendez d'abord là. On doit discuter avec vous. Allez, viens là. Pourquoi vous partez? Allez, viens là. Allez, gendarmerie, viens là. Tout ça, c'est des maisons de clandestins? Oui. Des bangas sauvages, et là, le propriétaire, il pleure, il paye des impôts, il perd tout. Là, on demande au moins dans les 20 000 euros pour prendre un notaire, c'est ça? Pour prendre un huissier pour venir observer, pour le dégager. Là. Du coup, là, ça fait des années, des décennies que le propriétaire, il pleure. Maintenant, il faut toute une procédure pour pouvoir dégager ces gens-là. La solution, c'est quoi? La solution, nous, c'est pas on bouscule personne, on observe pour dire à tout le monde entier, on va pas que... L'État le voit. L'État le voit. Ils le savent. Ils le savent que tout ça. L'État, ils le savent très bien. Le propriétaire, il pleure, il a fait des procédures. Mais ils n'ont rien à foutre. Les gendarmes sont là pour éviter tout débordement. Comme chaque fois, ils deviennent la cible des Mahorais. Qu'ils viennent nous tuer alors. Quand on vient faire notre travail, vous venez nous arrêter. Pourquoi c'est quoi ça retourne pas là-bas? Vous les attrapez et les relâchez. Et le préfet se permet de venir nous arrêter quand on fait notre travail. Il vous appelle pour que vous veniez nous chercher. Eh bien, vous verrez, vous verrez. Enchaînez-moi. Allez-y. Enchaînez-moi. Enchaînez-moi. Je parle à la télé. Non, allez-y. Vas-y. Allez, dégage. Allez, tout le monde. Dans l'archipel des Comores, depuis des siècles, on passe d'île en île. Mais les temps ont changé. Les lois aussi. Malgré les efforts des autorités, il est bien difficile de contrôler tous les accès. Alors, Mayotte, la française, a bien du mal à vivre en paix. L'ennemi a franchi nos frontières. Il a pris le terrain de nos pères. Moi, tout cœur, je m'en vais à la guerre.
Dans l'île de Mayotte, 5000 mineurs seraient aujourd'hui déscolarisés au mépris du principe obligatoire de l'école pour les moins de 16 ans dans notre pays. Des enfants d'origine comorienne, pour la plupart complètement livrés à eux-mêmes, leurs parents ayant été bien souvent reconduits à la frontière. C'est ainsi que se termine ce numéro d'investigation. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.